Malouine, l'Argentine demande aux Nations Unies d'imposer un cessez-le-feu et admet que l'implantation militaire britannique est consolidée malgré le pilonnage argentin. Incendie dans un centre de jeunes malades mentaux à Aire-sur-Adour, au moins 15 morts. Ouverture du congrès de la CFDT, Edmond Maire lance un appel à la solidarité et à l'effort. Citroën, manifestation pour la reprise du travail à l'appel de la direction, le conflit s'étend à une autre usine. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce journal, une tragédie. Des enfants, des malades mentaux légers et une infirmière brûlés vifs dans un incendie qui a ravagé ce matin le centre de cure d'Aire-sur-l'Adour dans les Landes. Le bilan est lourd, au moins 15 morts et 7 disparus. L'incendie serait d'origine criminelle. Sur place, c'est l'horreur. Gérard Rinet. C'est vers 6 heures ce matin que l'incendie se déclare au 2e étage de ce bâtiment, là où dorment encore les 88 pensionnaires de ce centre pour enfants atteints de troubles mentaux. Très vite, tout l'étage s'enflamme. C'est la panique. Les adolescents, âgés de 14 à 20 ans, essaient de se jeter des fenêtres. Impossible, elles sont verrouillées de l'intérieur. Quand les pompiers arrivent, quelques minutes après l'alerte, toute l'aile droite du bâtiment est la proie des flammes. Déjà, les premiers sauveteurs évacuent plusieurs corps calcinés. D'autres enfants sont à ce moment-là encore aux fenêtres. J'ai vu 2 filles sur la corniche à l'extérieur qui attendaient de secourir les chaises sur la nôtre, et 4 ou 5 pensionnaires qui étaient derrière les fenêtres, des fenêtres bien sûr qui étaient verrouillées à l'intérieur, qui ne pouvaient pas s'ouvrir, et qui appelaient au secours. À 20 heures, les pompiers avaient arraché au décombre 15 corps, 12 enfants et 3 membres du personnel. 7 autres enfants sont portés disparus. Il y a peut-être un espoir ce soir, certains d'entre eux affolés auraient pu s'enfuir dans la campagne. Cet établissement, qui dépend de la Fondation Santé des étudiants de France, était un bâtiment ancien mais qui correspondait aux normes de sécurité. Une visite avait été effectuée il y a quelques mois. Ce soir, l'hypothèse d'un incendie provoqué est, semble-t-il, celle retenue par les enquêteurs. Le personnel était particulièrement sensibilisé au risque d'incendie compte tenu de la nature même des pensionnaires qui avaient la coutume d'y mettre le feu pour s'amuser ou pour d'autres motivations très régulièrement. Donc les petits incendies dans ce bâtiment étaient tout à fait fréquents. En conséquence, j'affirme que ce bâtiment, sur le plan matériel et surtout sur le plan surveillance et personnel, moyen de premier secours, était parfaitement équipé. Le bâtiment donc a pris d'un seul coup. Il est à supposer que l'incendie est à l'origine de 2, 3, 4 ou 5 foyers successifs ou quasi simultanés et que l'embrasement général est incontestable. Coïncidence peut-être, hier soir, la moitié des élèves avaient regardé à la télévision l'émission « Faut-il brûler les hôpitaux psychiatriques ?» Ce soir, tous les enfants ont été placés dans un centre aéré de la ville et sont encore entendus par les gendarmes. Le ministre de la Santé, Jacques Ralite, doit se rendre sur les lieux dès ce soir. L'inspection générale aux affaires sociales doit ouvrir une enquête. L'évolution de la guerre au Malouine a marqué un tournant aujourd'hui. L'Argentine a en effet demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a repris ses travaux cet après-midi, d'imposer un arrêt des hostilités et la reprise immédiate des négociations, et cela sans exiger préalablement un retrait des troupes britanniques. Depuis la nuit dernière, Buenos Aires admet en effet que ses troupes n'ont pas réussi à déloger les commandos britanniques de San Carlos, signe de l'inquiétude qui grandit côté argentin. Le président Galtieri doit se rendre ce soir à Comodoro Rivadavia, le quartier général des opérations militaires au sud de l'Argentine. De Buenos Aires, Bruno Albin. À l'heure actuelle, à Buenos Aires, aucun commentaire officiel sur cette déclaration. Cela dit, il nous semble que si le ministre argentin des Affaires étrangères, M. Costa Mendez, a choisi la date de la fête nationale argentine pour faire cette déclaration à New York, c'est que la situation des troupes argentines sur le terrain au Malouine doit être de plus en plus inconfortable. Cela
cela, nous le sentions venir depuis un certain nombre de jours à Buenos Aires. Vous vous souvenez que depuis vendredi dernier, le débarquement britannique sur les Malouines avait été présenté comme un échec. On disait que les soldats britanniques allaient vivre un nouveau Dunkerque, qu'ils n'étaient que quelques centaines, qu'ils étaient soumis au bombardement argentin et qu'ils avaient le dos à la mer. Curieusement, l'état-major ne donnait aucun communiqué précis et aujourd'hui, jour de la fête nationale, il vient de rompre le silence pour dire deux choses. La première, c'est qu'il y a au minimum 2000 soldats britanniques qui ont débarqué. Et la deuxième, c'est que ces soldats sont réapprovisionnés par la Royal Navy, qu'ils reçoivent des renforts en hommes et en matériel, et surtout que les soldats argentins se bornent pour l'instant à essayer de contenir leur progression sur le terrain aux Malouines. Il nous semble significatif que le gouvernement ait choisi la date de la fête nationale pour faire cette déclaration. Il s'agit en quelque sorte de préparer la population à de mauvaises nouvelles. Il s'agit de lui dire que l'heure n'est plus aux exhortations à la fermeté, mais bel et bien à la bataille. Et dans cette bataille, l'Argentine compte avant tout sur ses avions. C'est son arme la plus efficace, à preuve les pertes infligées par les chasseurs bombardiers aux bâtiments de la Royal Navy. Ces avions opèrent depuis les bases de Patagonie, au sud de l'Argentine. Les précautions prises par les militaires en matière de défense civile dans cette région laissent à supposer que les Argentins redoutent des incursions aériennes et des bombardements des installations aériennes sur le continent. Tout est prévu, 3000 personnes sont mobilisées, un plan d'évacuation complet de la population civile est prêt pour le cas où la guerre des Malouines viendrait à s'étendre sur le sud du continent latino-américain. Oui, à Londres, Mme Thatcher a réaffirmé cet après-midi au Parlement britannique qu'aucun cessez-le-feu ne pourrait avoir lieu sans le retrait complet des troupes argentines. Alors, quelle est la réaction ce soir à Londres, Bernard Rapp, devant cette demande argentine auprès des Nations Unies ? Mais effectivement, Margaret Thatcher avait pris les devants puisque 2 fois en 2 jours, elle l'a rappelé aujourd'hui, elle a affirmé pas question de cesser le feu tant que les troupes argentines seront sur les îles Malouines. Il faut comprendre la position britannique en sachant que pour les Anglais, ils ont à l'heure actuelle l'avantage sur le terrain. Et un cessez-le-feu serait un inconvénient, un handicap très important pour eux en donnant cet avantage maintenant aux Argentins. Même si la situation à Port San Carlos paraît consolidée, les pertes peuvent être plus lourdes dans les heures à venir. Oui, on n'a pas de nouveau bilan, mais on a assez peu d'informations sur les combats aujourd'hui. Cela dit, il semble évident pour les Britanniques qu'ils redoutent en ce moment une offensive importante de la part des Argentins, de l'aviation argentine, pour commémorer la fête, donc la fête nationale argentine. Et vous imaginez bien qu'il y a je dirais une cible symbolique qui est le Queen Elizabeth II, le plus beau bateau sans doute de la flotte britannique, qui est dans les eaux qui voguent à l'heure actuelle donc vers les Malouines, qui serait donc une cible symbolique. On a très peur aujourd'hui qu'il soit peut-être le prochain bateau coulé donc du côté anglais. Et puis il y a une photo, je crois, qui va donner à réfléchir aux Anglais. Cette photo, on la trouve à la une des journaux de la soirée ici. Ça représente l'Antilope, la frégate, donc la dernière frégate qui a été coulée hier dans les eaux au large donc de Port San Carlos. C'était une frégate qui était ancrée pour apporter son aide aux troupes qui ont débarqué donc dans la tête de pont britannique. Oui, autre dimension du problème, Bernard, pour s'assurer du soutien économique de ses partenaires européens à Bruxelles, la Grande-Bretagne a quand même plié dans la nuit d'hier en acceptant que sa contribution au budget communautaire soit allégée d'un montant bien moindre qu'elle ne le demandait la semaine dernière. Effectivement, on réclamait ici 1 milliard d'écus et en fait on a obtenu 850 millions seulement, donc on fait remarquer qu'on a assoupli les Anglais disent on a assoupli notre position, on a fait preuve de bonne volonté. Cela dit, on insiste sur le caractère provisoire de cette mesure. Il n'est pas question de considérer ça comme une mesure définitive. On réglera le problème au fond en novembre, rappelle-t-on ici, le problème au fond, c'est-à-dire la contribution britannique pour les années à venir. Merci Bernard Rapp. On apprend d'autre part à Londres que le capitaine argentin Astiz, soupçonné d'avoir enlevé et torturé 2 religieuses françaises et une suédoise, va être transféré en Grande-Bretagne. Il est actuellement détenu dans l'île d'Ascension. Enfin, le pape, qui a donc confirmé sa visite en Grande-Bretagne vendredi prochain, a annoncé, pour calmer la susceptibilité des catholiques argentins, qu'il pourrait se rendre en Argentine pendant la première quinzaine de juin. En France, sur le plan syndical et même politique, le fait du jour, c'est l'ouverture à Metz du congrès de la CFDT. L'occasion pour le secrétaire général de la 2e centrale syndicale française de donner le ton aux militants de la base dans son discours d'ouverture, un ton d'une rigueur qui rappelle en écho les propos tenus récemment sur Antenne 2 par le ministre de l'économie et des finances, Jacques Delors. C'est en effet sur un double appel à la solidarité et à l'effort qu'Edmond Maire a ouvert les débats, en réclamant aussi au gouvernement une opération vérité à l'égard de la classe ouvrière. À Metz, Laurent Saorvin. C'est un Edmond Maire prudent et habile
qui a ouvert le congrès de la CFDT ce matin à Metz. Évitant toute provocation devant un auditoire qui n'était pas disposé a priori à lui faire de cadeaux, le secrétaire général a défini les priorités de son organisation. La principale d'entre elles, c'est bien sûr la solidarité. Une solidarité qui est sans doute le casse-tête syndical le plus complexe de ces dernières décennies, surtout lorsque l'on doit passer des bons sentiments à la pratique. Ce n'est pas en nous bouchant les yeux que nous surmonterons cette situation, mais en dégageant des propositions offensives, susceptibles de réduire les écarts entre travailleurs, de les unifier en les solidarisant. La solidarité devient alors un levier solide pour bâtir ensemble des réponses à la crise et progresser vers un nouveau type de développement. Bien loin d'être une concession aux conceptions patronales ou une solution réformiste, l'établissement de nouvelles solidarités s'oppose directement à la politique capitaliste de division, d'exploitation et de domination. S'il n'y a pas de socialisme sans liberté, il n'y a pas non plus de socialisme sans solidarité, sans modification des rapports sociaux entre les personnes et entre les groupes. La voie proposée est un appel à l'effort, sans aucun doute. Mais qui a jamais cru pouvoir construire le socialisme sans effort? Le congrès de la CFDT, quelques jours avant celui de la CGT début juin, intervient au moment où la politique économique du gouvernement semble s'infléchir, au moment aussi où le bilan d'un an de pouvoir de la gauche concerne au premier chef les militants de la CFDT. Car les rapports entre la CFDT et le pouvoir sont jusqu'ici ceux d'un soutien qui ne va pas sans quelques grincements. Patricia Charnelet. La CFDT a dressé elle-même le bilan d'une année de pouvoir socialiste. En résumé, un bilan positif, malgré quelques désaccords, comme à propos de la politique énergétique. Un chemin important a été parcouru en un an, disent aujourd'hui les amis d'Edmond Maire. Celui-ci répète d'ailleurs depuis 6 mois que les méthodes de travail entre le pouvoir et le mouvement syndical sont bonnes, même s'il ne perd pas une occasion pour affirmer l'autonomie de sa centrale. C'était le cas, par exemple, en octobre dernier, où il avait piqué un coup de colère pour expliquer que les choses ne changeaient pas assez vite. Du côté du pouvoir, et notamment à l'Élysée, on estime que les rapports sont globalement bons et l'on souhaite officiellement que la CFDT conserve son autonomie. Mais la vraie question, en ce début de la deuxième année de la politique gouvernementale, dans une situation économique difficile, est bien de savoir si les rapports ne vont pas se tendre, car il y a déjà actuellement au sein de la CFDT des militants qui refusent l'effort, la patience, le pain noir évoqué par Jacques Delors sur Antenne 2. Les risques existent pour la direction de la CFDT d'être ponctuellement, en tout cas, débordée par sa base. Le pari pour Edmond Maire est donc au moins double. D'une part, préserver la cohésion de la CFDT. D'autre part, maintenir son indépendance, ce qui n'exclut pas la critique, à l'égard d'un pouvoir dont il souhaite au fond le succès. Un conflit social qui se durcit et se politise, celui des usines Citroën. À l'appel de la direction, plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui à Paris pour défendre, selon leur mot d'ordre, la liberté du travail. Le conflit s'est étendu aujourd'hui à une nouvelle usine du groupe, Roselyne Koskas et Estelle Gouzy. Emmené par la direction de Citroën au grand complet, Jacques Lombard, son président en tête, quelques 25 à 30 000 Quelques 25 à 30 000 personnes ont défilé cet après-midi à Paris. Les ouvriers des 14 usines du groupe, le personnel des 40 succursales et les représentants des 400 concessionnaires venus de France, d'Italie, de Belgique et de Suisse. Dans la foule, les immigrés font masse, tous fortement encadrés par les dirigeants de la CSN, la Confédération des syndicats libres, majoritaire chez Citroën. Un seul mot d'ordre, il faut dire non à la CGT. Pourquoi vous participez? Pour la liberté du travail, le libre accès à notre travail, à notre vie en fin de compte. Il y a un tas de gens qui veulent travailler qui ne peuvent pas là. Parce qu'il y a des piquets de grève qui sont même étrangers à l'usine, qui nous empêchent de travailler, c'est tout. Après plus de 2 heures de défilé, la foule s'arrête à l'école militaire.
Et avant que Jacques Lombard ne prenne la parole, ce sont les patrons des usines occupées qui haranguent la foule. Nous exigeons la loi. Nous exigeons la loi. Nous exigeons la loi. Je dis que la CGT au-dessus des lois, ça suffit. Citroën ne peut ni ne doit servir de tremplin à qui que ce soit. Son personnel ne peut ni ne doit être victime d'on ne sait quelle lutte politique. Derrière le mur, les non-grévistes, la CSL. Dans la rue, les grévistes de la CGT et de la CFDT. Le gars là qui s'est interviewé, et le voilà en photo avec une matraque. C'est lui-même. C'est le gars que vous avez interviewé tout à l'heure. Ici là. Alors celui qui est souriant là devant les caméras, mardi matin était devant l'entreprise Citroën, accompagné d'une cinquantaine de nervis avec matraque. Ils sont venus matraquer les travailleurs. Alors hors caméra, effectivement, ils perdent leur sourire, la CSL, et ils montrent leur vrai visage. Les revendications sont les mêmes que dans les autres usines. Les mêmes, et sinon qu'on y rajoute la réintégration d'André Simon, délégué syndical CGT, qui a été licencié depuis plus d'un mois et demi par la direction, licenciement complètement abusif que nous contestons d'ailleurs. C'est ce même camarade qui a été blessé gravement ce matin par les projectiles lancés par la CSL. La télé chez Citroën, pas si facile. Les partisans de la direction veillent. Depuis l'incident de ce matin, de part et d'autre, on s'observe à distance, on se menace. D'après la direction, une centaine d'ouvriers sont à leur poste de travail. Impossible de le vérifier. Donc vous ne nous autorisez pas aujourd'hui à rentrer, dialoguer avec les non-grévistes et avec la direction. Voilà. Yann Véry des Alettes. Bonsoir. Merci. Après la mort hier d'un ouvrier non gréviste aux portes de l'usine de Levallois, l'autopsie demandée par le parquet de Nanterre confirme qu'il est bien mort d'une crise cardiaque sans aucune trace de coup. La CGT met en cause la responsabilité de la direction de Citroën. D'un groupe automobile à l'autre, l'année 80 n'a pas été bonne pour les constructeurs français. Renault annonce une perte nette de 675 millions de francs l'an dernier, alors que c'était à peu près le montant de ses bénéfices en 80. 10 milliards de francs, c'est le montant du nouvel emprunt que l'État lancera officiellement le 9 juin prochain. 10 milliards sur 8 ans, au taux de 16%. C'est le troisième emprunt lancé par le gouvernement depuis son arrivée au pouvoir. Le montant total est d'ailleurs proche des opérations lancées par le gouvernement précédent. Le but de cet appel à l'épargne est bien sûr d'aider au financement du budget de l'État. À l'Assemblée nationale, cet après-midi, les députés ont interrompu leur examen des projets Auroux pour se pencher sur le collectif budgétaire 82. Au Palais Bourbon, Daniel Brem et Jean-Louis Le Senne. Le collectif est un peu au budget ce que la session de septembre est au baccalauréat. On revoit ces textes, on les peaufine pour arriver à équilibrer au mieux les recettes et les dépenses. Laurent Fabius n'a pas failli à cette règle avec une connotation politique qui n'est pas passée inaperçue. Ni fatalité, ni facilité. Fermeté budgétaire, oui. Mais ce qui distingue le gouvernement de la gauche des gouvernements qui l'ont précédé, c'est que les efforts, mesdames et messieurs les députés, doivent toujours, et ils le feront, respecter la justice sociale. Après Pierre Mauroy, après Jacques Delors sur Antenne 2, Edmond Alfandéry, qui posait la question préalable au nom du DF, a répondu sur le même thème. Question, le langage socialiste évolue-t-il ou changez-vous de langage? Pourquoi remplacer votre formule qui a été le leitmotiv de votre action depuis un an, la relance dans la solidarité, par cette autre doctrine rigoureusement inverse, prônée à la télévision cette fois-ci par M. Delors, l'austérité dans la solidarité? Il faut vous expliquer sur ce changement de langage.
Bien sûr, la question préalable a été repoussée par la majorité, mais il n'empêche que le ton de fermeté du ministre du Budget et sa condescendance à l'égard de l'opposition ont été remarqués cet après-midi. Daniel Brehmer. Fermeté et rigueur ont remplacé cet après-midi dans la bouche du ministre du Budget l'affreux mot austérité. Pour les députés socialistes qui, depuis 15 jours, ont successivement entendu le ministre du Budget, de l'Économie et de l'Industrie tirer le signal d'alarme, ce n'est pas une surprise. S'agit-il pour autant d'un changement de cap? Pas du tout, se récrient les socialistes, et en tous les cas, on ne reviendra pas à la politique de Raymond Barre. Mais comme l'a expliqué lui-même le grand argentier, si autrefois la gauche a perdu très vite le pouvoir, c'est parce qu'elle a mal géré les finances publiques. Pas question de recommencer. Des signaux d'alarme s'étant déclenchés, on resserre partout où il le faut les boulons. Alors, le groupe et le Parti socialiste sont-ils en désaccord avec le gouvernement sur cet appel à la vigilance? Absolument pas, affirme Claude Estier. Pourtant, cet après-midi, Lionel Jospin, devant le groupe socialiste, a redit qu'une position claire ne serait arrêtée qu'après l'audition du Premier ministre et des ministres économiques. Alors, méfiance ou prudence, nous le saurons bientôt. L'événement était attendu depuis 2 ans, on les a vus côte à côte aujourd'hui. Enrico Berlinguer, le secrétaire général du Parti communiste italien, et son homologue français Georges Marchais. À l'issue de leurs entretiens, les 2 hommes ont dressé le constat de leurs divergences et surtout de leurs convergences. Des divergences profondes demeurent sur la Pologne et l'Afghanistan, mais les 2 partis sont d'accord sur la nécessité de développer ce qu'ils appellent l'euro-gauche, d'accord aussi pour unir leurs efforts dans la cause du désarmement. Il faut développer de toutes les façons possibles des rapports en voie de convergence et en voie aussi du dialogue entre l'ensemble des forces qui se rappellent et ont des racines dans le mouvement ouvrier et dans les mouvements populaires dans l'Europe occidentale, et donc notamment des partis communistes, des partis socialistes, des partis sociodémocrates, ça c'est partie de notre politique. Nous portons une appréciation élevée sur ce grand mouvement qui est en train de se développer en faveur de la paix et du désarmement. Et nous avons eu l'occasion, et je l'ai dit à nos camarades italiens, nous menons et nous mènerons une lutte politique et idéologique intransigeante contre ceux qui s'en prennent à ce qu'on appelle le pacifisme ou le neutralisme de ces travailleurs, de ces intellectuels, de ces jeunes qui appartiennent aux mouvements les plus divers et qui luttent pour le désarmement. Politique encore, le président Mitterrand entend associer les formations politiques à la préparation du sommet de Versailles. Il recevra tour à tour les chefs des 4 principaux partis, en commençant demain par M. Lecagnier. Le chef de l'État doit en effet regagner Paris à l'issue de son périple africain qu'il termine ce soir en Mauritanie. M. Mitterrand a passé la journée au Sénégal. Sur place, Georges Bortoli. Il y a 110 ans, c'était en 1872, les habitants de Saint-Louis du Sénégal ont reçu la qualité de citoyens français avec droit d'envoyer un député au Parlement français. Et cette vieille parenté franco-sénégalaise explique dans une large mesure l'accueil a priori favorable réservé par ces foules à François Mitterrand. François Mitterrand pour qui ces foules avaient évidemment un préjugé favorable. Alors, ces Français du bout du monde ont envoyé beaucoup de soldats dans notre armée. Ils ont eu hélas beaucoup de morts dans les conflits mondiaux, ce qui explique que les anciens combattants sénégalais, devenus les citoyens d'un pays libre, et quelques revendications touchant le taux de leur pension de retraite, eh bien c'est fait. François Mitterrand leur a dit que la question était réglée. Et ces questions d'anciens combattants sur cette petite place de sous-préfecture ne seraient évidemment les boubous et les tam-tams. Ces discussions d'anciens combattants donnaient un tour quasi familial à cette dernière étape au Sénégal du président français. Dernière étape d'un voyage africain sans crispation, sans discussion difficile, et qui a permis à François Mitterrand de réaffirmer la place immense que la France accorde aux relations franco-africaines.
C'est dire l'importance que revêt pour la France la coopération pour le développement. Et pour montrer qu'il ne s'agit pas de vains discours, elle a pris la décision de doubler en pourcentage d'ici à 1985 son aide publique aux pays en voie de développement. Au Sénégal, en particulier, les relations privilégiées que nous entretenons ne souffriront pas de ces nouvelles orientations. Au contraire, elles seront vivifiées, renforcées, et ce que je dis dans ce pays vaut pour nos autres États amis d'Afrique. Le président Mitterrand a adressé ses condoléances aux familles des victimes de l'attentat qui a eu lieu hier matin à l'ambassade de Beyrouth. La France, en tout cas, n'a pas l'intention de réduire sa présence au Liban. Plus de 600 militaires français se sont embarqués aujourd'hui pour s'ajouter aux casques bleus qui sont censés faire régner l'ordre au sud Liban. Un ordre très relatif. 2 avions syriens ont été abattus aujourd'hui par l'armée israélienne au-dessus du Liban à l'issue d'un bref duel aérien. Un accrochage de plus entre Israël et la Syrie. L'Iran entend jouer un rôle accru au Proche-Orient. L'imam Khomeini l'a affirmé la nuit dernière en célébrant la reprise de Khorramshahr. L'Irak a reconnu aujourd'hui que ses troupes avaient dû abandonner le port pétrolier aux troupes iraniennes. Le sport maintenant et d'abord le tennis à Roland-Garros, 2e tour des internationaux aujourd'hui. Yannick Noah a facilement battu Jean-Louis Hayet en 3-7, 6-2, 6-3, 6-2. C'est Yannick Noah que vous voyez en ce moment. Thierry Tuilhan s'est aussi qualifié facilement, mais Vasselin et Kojol ont eu plus de mal. En revanche, Henri Lecomte a été éliminé avec les honneurs par l'Australien McNamara, tête de série numéro 7. Cyclisme au Tour d'Italie, c'est un Français, Bernard Becas, qui a remporté la 12e étape. L'Italien Moser est toujours leader avec 16 secondes d'avance sur Bernard Hinault. La course à la voile, La Rochelle, la Nouvelle-Orléans, Charente-Maritime fait des merveilles. Ils sont actuellement en tête. Football, match retour du barrage pour l'accession en première division. Valenciennes reçoit en ce moment Mulhouse. À l'aller, c'est Mulhouse qui l'avait emporté par 5-2. Pour rester en course, Valenciennes doit donc l'emporter par 3-0 ou 4-1. Le père est un brillant mathématicien, la mère est tout à fait charmante, c'est tout ce que l'on sait de leur identité, mais un bébé en est né. Le premier bébé conçu grâce à l'idée loufoque d'un prix Nobel et de quelques autres grands cerveaux qui croient à la sélection héréditaire et qui ont sélectionné aux États-Unis une banque du sperme à coefficient intellectuel élevé. Reste à prouver que le bébé est vraiment doué, ou aussi doué que vous, Laurent Broumel. J'en sais rien, en tout cas je vous avais bien annoncé le beau temps hier qui est arrivé, comme prévu. Demain malheureusement ça va se gâter, je suis un petit peu moins doué, parce qu'il y a des menaces qui viennent de l'ouest, des gros nuages qui vont traverser le pays d'ouest en est, ils vont mettre pour ça 2 jours tout de même, c'est vous dire qu'ils vont aller à la vitesse d'escargot en prenant un caractère en plus orageux. Alors, la carte pour demain, il y a des nuages dès le matin sur la pointe de la Bretagne, mais c'est là que les éclaircies reviendront le plus vite l'après-midi. Les nuages vont pénétrer dans la journée, vous voyez leur position vers midi, et le soir on peut penser que cette bande pluvieuse va atteindre le nord, le bassin parisien, les Pays de la Loire, le centre, le sud-ouest et les Pyrénées centrales. Alors avant ces nuages, c'est-à-dire sur toute une grande majeure partie du pays, il y a toujours un temps beau, chaud et ensoleillé, avec tout de même dans la journée un peu plus de nuages, une tendance orageuse dans le nord-est, dans l'est, le massif central, les Pyrénées, enfin bref, un petit peu partout des risques d'orage. Ça c'est donc pour mercredi. Du côté des températures, avec le soleil bien sûr, vous avez constaté aujourd'hui, ça monte considérablement, avec des températures estivales jusqu'à 27 degrés dans le sud-est, 24 dans le nord-est, 25 à Dijon. Disons que c'est surtout dans l'ouest du pays, qu'elles resteront fraîches après le passage de ces petites pluies. Pendant que vous consultez l'agenda, je vous dirais que jeudi, les pluies qui sont demain dans l'ouest se retrouveront dans l'est, et tout simplement suivi par le retour des éclaircies d'un temps plus frais. Et si tout va bien, touchons du bois, eh bien la fin de la semaine sera nettement plus ensoleillée. À 23h15, Jacques Merlino vous présentera notre dernier journal. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité ce soir. Les Malouines, l'Argentine demande au Conseil de sécurité un arrêt des hostilités.
L'incendie du centre de jeunes malades mentaux à Aire-sur-l'Adour, au moins 15 morts. Ouverture du congrès de la CFDT aujourd'hui avec un appel d'Edmond Maire à la solidarité et à l'effort. Enfin, manifestation aujourd'hui à Paris pour la reprise du travail aux usines Citroën. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h45, exceptionnellement en raison de la retransmission de la finale de la Coupe des clubs champions de football. Pour nous quitter en musique et sur une note d'ironie, un avant-goût de la comédie musicale de Jean-Pierre Alessandri et Jacques Harel que vous pourrez voir jeudi soir sur Antenne 2. Une comédie musicale qui nous concerne tous puisqu'elle s'intitule Téléfolie. Bonne soirée. Tout bon journaliste doit slalomer sur la